Salut, je m'appelle Parota Tristan. Je viens d'avoir 21 ans en février. Et comme sport, je suis cycliste. Depuis 16 ans et demi, je fais des courses déjà. C'est un sacré chiffre. Prenons mon vélo par exemple. Un vélo de top compétition, on peut compter entre 8 000 et 13 000 euros le vélo. Mes plus grands sponsors, ce sont vraiment mes patrons. Mes parents me soutenaient et me soutiennent encore toujours à 100%. Sans eux, je ne ferais plus de vélo. Un avantage pour les jeunes sportifs au Luxembourg parce que les études de nos jours, c'est vraiment très important. Salut les sportifs, c'est Hermano. Et malgré les tracas que encore mon hébergeur m'a causé, je vous accueille pour ouvrir le 7e casier des vestiaires. Ce nouveau casier s'ouvre encore sur un jeune athlète luxembourgeois. Cycliste sur route cette fois-ci. Même si nous avons réalisé cette interview à distance, Tristan m'a avoué après l'enregistrement qu'il était très ému et impressionné et vous pourrez l'entendre dans sa voix et à son émotion. Il a été sincère sur les galères qu'il a déjà traversées dans sa courte vie, mais comme il n'utilise pas le français au quotidien, on sent bien les hésitations et l'émotion. En tout cas, tout comme pour Mathieu Hoche qui se cachait derrière le 3e casier des vestiaires, je le remercie d'avoir joué le jeu. Vous le verrez, les sportifs luxembourgeois ne souffrent pas des mêmes difficultés financières que nos sportives et sportifs français. La densité étant moins importante et le niveau de vie étant beaucoup plus élevé, les instances sportives leur apportent plus facilement plus de soutien. Mais c'est aussi ça le but de ce podcast, montrer les inégalités du sport d'un côté et la beauté du geste de l'autre. Juste avant de vous laisser écouter ma discussion avec Tristan, comme à chaque ouverture de casier, j'ai un énorme service à vous demander. Ce podcast ne touche malheureusement que très peu de personnes à l'heure actuelle et j'en suis très malheureux car j'y mets tout mon cœur à l'ouvrage. Je ne souhaite pas vivre de ce podcast et encore moins vous embêter avec de la publicité, mais plus je recevrai de sportives et sportifs prestigieux et plus nous pourrons les aider grâce au projet que je suis en train de finaliser. Et pour ça, il va falloir que l'on enregistre des records d'audience. Alors une seule solution, il faut que le podcast soit connu et reconnu. Je compte donc sur vous pour aller dès maintenant sur Apple Podcast, laisser une note 5 étoiles et une revue. Le faire aussi avec tous les comptes des membres de votre famille et de vos amis et enfin, les inciter à nous écouter et à laisser aussi de bonnes notes. Allez, assez parlé, je vous laisse avec Tristan. Salut les sportifs, c'est Hermano et je suis comme toujours très heureux de vous recevoir pour ce nouvel épisode du podcast Dans les vestiaires. Lors de l'un des premiers épisodes, j'avais eu la chance de rencontrer Mathieu Hoche qui nous avait parlé de son statut de sportif de haut niveau dans le ski pour le Luxembourg et Mathieu nous avait donné 2 recommandations de sportifs. Je vous en présente déjà une aujourd'hui, à savoir Tristan Perrotta. Salut Tristan. Salut Hermano, comment ça va? Écoute, moi ça va, mais quand je vois le temps qu'il fait chez toi, ça me donne envie de venir te voir. Mais tu n'es pas au Luxembourg aujourd'hui? Non, tout à fait. J'ai décidé avec ma mère qu'on parte au Portugal pour que je puisse profiter d'une semaine du soleil pour m'entraîner ici. Car comme tu vois, au Luxembourg, il neige, il pleut, il y a du vent. C'est vraiment pas excellent pour faire l'entraînement. Alors, je suis venu ici pour en profiter, pour faire mes heures sur la selle, pour faire un bon bloc d'entraînement pour bien me préparer sur la saison. Ok, on va détailler un petit peu tout ça, mais effectivement, juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je te laisse le micro pour que tu nous dises qui tu es et puis ce que tu fais comme sport et peut-être quels sont tes premiers objectifs là, parce que tu nous dis que tu prends une semaine au Portugal pour te préparer, pour profiter du temps, enfin du moins ne pas être coincé avec le temps pourri luxembourgeois et tous les risques que ça peut impliquer dans ton sport. Donc voilà, le micro est à toi, fais-toi plaisir, vas-y. Salut, je m'appelle Parota Tristan. Je viens d'avoir 21 ans en février et comme sport, je suis cycliste. Depuis ma première course, j'ai fait à 4 ans et demi. Ça veut dire depuis 16 ans et demi, je fais des courses déjà. Et tout à fait, je suis ici au Portugal pour profiter du temps, pour faire beaucoup d'entraînement, pour profiter du soleil, pour bien préparer ma saison, car ça va être une longue saison. Les cyclistes, on roule pas les courses pour rouler, mais on veut gagner. Donc, il faut bien s'entraîner pour cela, bien être préparé, bien se soigner et avoir un encadrement de ouf. Sinon, ça ne marchera pas. Tu nous le dis, tu es parti au Portugal, donc tu es cycliste. Quelle spécialité? Parce que je crois savoir que dans le vélo, il y a plusieurs spécialités. Il y a le contre-la-montre, il y a le vélo, il y a le fixie, il y a le kilomètre lancé. Enfin voilà, sur quoi est-ce que tu te spécialises? Moi, je me spécialise plus sur la route, mais en hiver, je fais beaucoup de cross également. Je fais le cross en hiver pour garder la puissance, parce que le cross, c'est bien pour la technique, la puissance.
Alors, si on fait pas de compétition en hiver, alors on fait seulement de l'endurance et on perd la puissance. Et ça, c'est très important pour la route, pour tous les relancements. Mais principalement, je me focalise sur la route et j'aimerais aussi devenir pro sur la route. Mais le cross, c'est pour garder le rythme de course, pour garder la puissance. Donc le cross en vélo, parce que quand on parle de cross en course à pied, je pense que les gens voient bien. Sur le vélo, c'est quoi? C'est plutôt du VTT ou ça reste du vélo de route, mais adapté pour des conditions un peu plus spécifiques? En fait, ça s'appelle cyclocross. C'est en fait un cadre de route avec un guidon de route, seulement avec des pneus un peu plus larges que sur route, mais moins larges qu'en VTT. Et en fait, ce sont des courses qui durent entre 50 minutes et 1 heure, où du départ, c'est à bloc jusqu'à la fin. Et ça se déroule en hiver parce qu'on roule seulement pratiquement sur l'herbe, sable, boue. Et souvent, il faut aussi descendre du vélo pour courir des escaliers, pour sauter à travers des barres. Et c'est principalement, le cross, c'est vraiment 60 minutes et sur le départ, tu pars et c'est à bloc toute la course. Il n'y a pas d'un moment de repos. Et ça, c'est bien pour le cœur parce que ça entraîne bien le cœur parce que tu es tout le temps à bloc. Et oui, c'est ça le cyclocross. C'est entre VTT et route, avec un cadre de route, avec des pneus allant plus vers le VTT que sur route. Donc le cyclocross en vélo est à l'image du cross country en course à pied. Mais par contre, il me semblait que justement pendant l'hiver, on en profitait un petit peu plus pour travailler le foncier, pour travailler l'endurance. Là, tu nous dis que toi, en hiver, tu vas plutôt travailler le cardio, la relance, la puissance. Donc on est un petit peu à l'opposé de la préparation habituelle, non? C'est exact. Mais moi, je prends le cyclocross pour comme préparation. Mais ça veut pas dire que je fais aussi du cyclocross pendant la semaine. Pendant la semaine, je roule plutôt sur la route quand le temps l'accepte. Je fais mes heures d'entraînement, les longues heures d'endurance. Mais dans les longs entraînements de 4, 5, 6 heures, j'intègre aussi des intervalles de 5 à 8 minutes où je dois quand même pousser un certain watt pour que mes jambes s'habituent au relancement sur cross. Et principalement, mon cyclocross, j'utilise une fois par semaine seulement. Ça veut dire samedi ou dimanche, le jour de la course. Sinon, je le touche pas du tout pour quand même m'habituer à la route et pour m'entraîner sur la distance, car moi, je roule en catégorie espoir en 3e année. Et là, les courses varient entre 130 et 200 km en été, pendant la saison de route. Alors, c'est normal, c'est comme tu dis, on peut pas seulement se focaliser sur la puissance en hiver parce que l'hiver, c'est très important pour faire l'endurance, pour réussir les distances. Sinon, après 100 km, on est à bloc et on arrête la course parce qu'on n'arrive plus. Effectivement, rouler les 150 ou 200 bornes à la même allure que sur un cyclocross, ça doit faire mal aux jambes, non? Oh oui. Mais principalement en route, la première heure de course, c'est relativement fort parce qu'il y a les échappés qui veulent être formés. Et dès que l'échappée est partie, normalement, il y a un moment de détente, de relax dans la course. Ça veut dire que le peloton laisse l'échappée partir, pour qu'ils ont à peu près entre 3 et 6 minutes. Et puis, le peloton, il s'adapte à l'allure de l'échappée, comme on roule avec des oreillettes. Alors, avec le directeur sportif, on peut se contacter. Puis, les 2 dernières heures de la course, ça devient fort dans le peloton parce qu'il y a les équipes de sprinteurs ou les équipes en général qui commencent à prendre de l'allure pour rattraper l'échappée, mais pas trop tôt non plus. Sinon, le peloton est désorganisé. Il y a des autres échappés qui vont partir, mais ils roulent à un rythme pour que les échappés soient rattrapés à peu près entre 10 et 30 km avant l'arrivée pour que les équipes ne doivent pas travailler encore trop par après pour garder tout le peloton ensemble. Et puis à la fin, les groupes de sprinteurs qui vont à l'avant, qui se battent pour garder leur position, pour placer leurs sprinteurs en la meilleure position possible pour qu'ils puissent gagner la course. Ouais, donc effectivement, c'est un sport bien technique, bien tactique. C'est le genre de choses qu'on voit pas forcément quand on va regarder une épreuve cycliste comme la Vuelta ou même le Tour de France. Mais pourtant, j'imagine que même si c'est
individuel, ça reste un sport d'équipe où vous allez être systématiquement en contact tout le long de la course avec le directeur sportif, tu l'as dit, avec l'oreillette, mais aussi entre vous, entre membres de la même équipe, où vous vous parlez et vous avancez de concert. Oui, c'est ça. Beaucoup de gens pensent que le cyclisme, c'est un sport individuel, pas comme le foot où c'est vraiment un sport d'équipe. Mais en fait, un coureur seul n'est rien en vélo. S'il n'a pas ses coéquipiers, son équipe derrière, même un leader, même comme un Christopher Froome ne pourrait jamais gagner le Tour de France sans ses coéquipiers. Si un coureur gagne la course, c'est pas seulement son mérite, mais c'est le mérite de toute l'équipe qui est derrière pour qu'il puisse gagner la course. Il y a les leaders, il y a les coureurs qui sont là pour aller chercher les bidons, il y a les coureurs qui sont là pour à l'avant du peloton pour tirer tout le peloton pour aller chercher les échappées. Et puis tu as les coureurs qui font les lead-outs. Par exemple, je suis sprinter. Et puis, j'ai 3-4 personnes devant moi à 5 km de la fin. Et chacun, à son tour, roule à fond à l'avant. Et puis, il y a le dernier devant moi qui roule à bloc, jusqu'à, on dit 300 mètres avant l'arrivée. Puis, il s'écarte. Et moi, je lance mon sprint. Et ça, c'est un lead-out. Alors, un coureur sans son équipe, ça va pas. C'est pas si individuel que ça. Alors juste avant qu'on passe sur les autres questions, et j'en aurais plein, notamment sur le cyclisme et peut-être sur toi, on l'a brièvement évoqué parce qu'on a dit qu'on n'avait pas la même météo là actuellement, mais tu nous l'as pas dit. En fait, tu es luxembourgeois, donc tu cours pour le Luxembourg. Moi, je suis une nationalité luxembourgeoise. Je roule aussi pour le Luxembourg. De sang, je suis portugais-italien. Ma mère est portugaise et mon père est italien. Il y a 10 ans, j'ai eu la nationalité luxembourgeoise pour que je puisse aussi participer au championnat du Luxembourg parce que moi, je suis né au Luxembourg. Donc, mais au début, j'avais pas la nationalité luxembourgeoise, alors je l'ai prise. Et depuis ma naissance jusqu'à mes 21 ans, je vis au Luxembourg. J'ai fait mes études au Luxembourg. J'ai fini mon école au Luxembourg. Comme j'ai fini mes études, je me suis dit, je me donne maintenant 2 ans pour me sacrifier totalement au cyclisme, pour essayer d'arriver au cap d'être pro. Alors ça, ce sera des questions qu'on abordera un petit peu tout à l'heure. Donc pour revenir un peu sur le cyclisme, c'est vrai que déjà pour revenir sur ta situation, c'est pas rare de voir au Luxembourg, pour ceux qui connaissent pas, et je pense qu'il y a surtout des Français qui nous écoutent, mais c'est pas rare de voir au Luxembourg des gens qui sont de père d'une nationalité, de mère d'une autre, et puis la personne vit au Luxembourg et du coup prend la nationalité. J'ai reçu d'ailleurs sur ce podcast aussi Angelo Pozzalo, qui est descendeur en VTT, qui est donc de père italien, de mère brésilienne, qui vit au Luxembourg, mais qui court en Coupe de Belgique et qui représente l'Italie. Donc voilà, c'est au Luxembourg, c'est pas rare de voir de rencontrer des gens qui sont dans ce cas-là. Et en tout cas, c'est tout à votre mérite. Bravo. Et du coup, une question, est-ce que si jamais, pour une raison ou une autre, ça se passait mal avec ton entraîneur, ça se passait mal avec le staff, ça se passait mal avec une équipe au Luxembourg, est-ce que tu pourrais envisager, par exemple, d'aller courir sous les couleurs portugaises, ou maintenant que tu as signé pour le Luxembourg, tu restes absolument ici? J'aime bien ta question parce qu'en fait, en ce moment, je roule dans une équipe belge. Je roule chez CCC Chevigny depuis cette année parce que j'ai décidé de partir du Luxembourg pour... En restant au Luxembourg, c'est malheureux de le dire, mais on n'arrive pas très loin en sport de haut niveau. C'est comme tous les sportifs pratiquement aussi. Si on prend beaucoup de cyclistes luxembourgeois, ils sont tous partis à l'étranger parce que l'encadrement est beaucoup mieux à l'étranger. Même si le Luxembourg il commence petit à petit à devenir mieux, les meilleurs sont toujours c'est en Belgique, Italie, la France. Ce sont vraiment là où il y a les meilleures équipes pour des jeunes coureurs comme moi pour réussir le cap pour devenir pro. Du coup, cette année, tu roules dans une équipe belge, mais sur les compétitions internationales, tu représentes le Luxembourg, c'est ça? C'est ça. Moi, je roule chez CC Chevigny, mais si j'ai une sélection avec l'équipe nationale, je roulerai en couleur de Luxembourg. Par exemple, sur les Coupes des Nations, en championnat d'Europe ou les mondiaux, ça, je roulerai avec les couleurs de Luxembourg et pas avec les couleurs de mon équipe actuelle.
Tu nous disais tout à l'heure que le cyclisme, c'est un sport d'équipe. Comment est-ce que ça se passe si toute l'année, tu te prépares avec ton équipe belge avec laquelle tu roules, donc qui a le nom de votre sponsor principal, et si tu as une sélection, est-ce que tu te prépares aussi avec les autres sportifs luxembourgeois ou là, c'est vraiment des compétitions qui se font uniquement en individuel? Pour commencer, normalement, j'ai un calendrier de course avec mon équipe actuelle. Et normalement, on a aussi un calendrier de course avec l'équipe nationale pour qu'on puisse comparer à peu près où on est dispo, où on n'est pas dispo, où on peut aller avec. Et par exemple, si maintenant, normalement, la fédération roule Gantwevelgem pour U23. Et si maintenant je suis sélectionné là, je vais pas m'entraîner avec les autres luxembourgeois, mais je vais m'entraîner pour moi-même parce que chaque coureur a un autre plan d'entraînement. Alors, c'est souvent difficile de combiner les entraînements pour aller rouler en groupe. Mais par exemple, en hiver, ou comme ici, s'il y aurait maintenant les autres coureurs, c'est plus de l'endurance. Et pratiquement en hiver, tous les coureurs ont que de l'endurance. Alors, c'est plus pratique pour aller rouler en groupe. Pour faire les longues sorties, c'est aussi moins ennuyeux. Et au moins, on est bien accompagné. On s'ennuie pas trop sur le vélo parce qu'après 5-6 heures seul, ça peut quand même devenir vite fatigant, même pour soi-même. Et c'est toujours bien à être accompagné alors. En gros, tu roules tout le temps avec ton équipe que tu as intégrée, et puis quand tu as la possibilité, tu intègres l'équipe nationale, soit pour les rejoindre sur des rides, sur des sorties longues en hiver, et puis évidemment quand il y a les compétitions, j'imagine que vous vous retrouvez là-bas 2-3 jours avant, et puis vous décrassez ensemble avant la compétition, quoi. Par exemple, si la course c'est dimanche et la course est un peu plus éloignée, alors on part déjà 2-3 jours à l'avance. Comme ça, on est tous ensemble. On est tous dans un hôtel, on va aussi rouler ensemble parce que 2-3 jours avant la course, normalement, on fait plus d'intervalles, mais on va seulement rouler encore relax pour tourner les jambes pour qu'ils soient bien chauds pour la course, sans les fatiguer trop avec les intervalles. Alors, on a plus la possibilité pour rouler entre nous. Donc ça, c'était sur la partie un petit peu présentation générale de Tristan. Il y a quand même une chose dont tu nous as pas parlé, c'est ton palmarès. Est-ce que tu as déjà gagné des courses, que ce soit nationale, Europe, cette année, ces dernières années? Et puis, quels sont tes objectifs? Désolé, je suis 5 fois champion national au Luxembourg, 2 fois en contre-la-montre, 2 fois en cyclocross et 1 fois sur route. Ouais, les mauvaises langues diront que c'est facile au Luxembourg, il y a personne. Je te taquine. Je sais, mais c'est toujours comme ça. Même pas seulement au Luxembourg, mais c'est souvent aussi, on dit, même à l'étranger, il a gagné parce que peut-être ce jour-là, il n'y avait pas ce cours-là ou là, où il avait de la chance, le peloton n'a pas roulé, il a attaqué, le peloton n'a pas roulé, mais c'est toujours comme ça. Dans tous les 5 fois quand même. Au moins 5 fois. Malheureusement, les 3 dernières années, je souffrais beaucoup de maladies. Alors, les 3 dernières années, il n'y avait pas trop chez moi parce que je souffrais pendant 2 ans de la mononucléose. J'ai eu des problèmes de hanches, des problèmes de genoux et je me suis fait opérer. Alors, les 3 dernières années, c'était vraiment pas top pour ma carrière. Malheureusement, j'ai pas pu participer à un championnat du monde parce que c'était à Dubaï il y a 3 ans. J'étais sélectionné. Et malheureusement, un mois à l'avance, j'ai eu des problèmes pour m'asseoir sur ma selle. Et j'ai dû faire 3 mois de pause à cause de ça. Et j'ai pas pu participer. C'était malheureux, mais ce sont des blessures qui prennent du temps pour guérir. Ça arrive, hein. Ça fait partie de la vie du sportif. Et justement, ce serait un point qu'on pourra aborder après. Mais je sais pas si tu as entendu parler de Arnaud Manzanini, qui est un cycliste de l'extrême, qui fait des rides extrêmes. Et notamment, il a gagné le Race Across America. Et il disait que après quelques jours, après avoir traversé le désert de Californie, il avait aussi ce genre de blessure. Lui, il s'est pas arrêté 3 mois, il a continué. Ça lui a fait gagner la course, mais je vois très bien le genre de blessure dont tu veux parler. Oui, malheureusement, j'ai une maladie génétique. Ça veut dire que je reçois des kystes et si je fais pas attention, ça se transforme en plusieurs kystes et ça, c'est pas opérable. Et quand j'ai ça, j'arrive à peine à m'asseoir sur une chaise normale à table, parce que ça fait tellement mal. Mais j'ai visité un bon docteur, il m'a donné des antibiotiques. L'année passée, en été, j'ai dû prendre 2 mois des antibiotiques et ça m'a pas, pour le corps, les antibiotiques pour un cycliste, c'est jamais très bien parce que ça te fatigue et t'as plus de puissance. Mais maintenant, on a tout sous contrôle et j'ai aussi une pommade antibiotique pour mettre là-dessus. Alors, ce problème n'existe plus pour moi.
Donc, croisons les doigts que cette année, ça va être une grosse et belle saison. Revenons justement sur l'aspect un petit peu plus de ta carrière, de ta courte carrière, parce que tu es encore jeune. Tu nous as dit que tu avais commencé à 4 ans et demi, tu as 21 ans, donc t'ambitionnes d'aller beaucoup plus loin. Justement, quand tu as commencé, est-ce que tu as fait des résultats tout de suite? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es orienté après vers le cyclisme? J'ai cru comprendre que tu avais étudié avec Mathieu au Sport Lycée. Donc pour les Français qui connaissent pas, je le redis, c'est l'équivalent d'un sport-études, c'est-à-dire c'est un lycée où vous avez des horaires aménagés, vous pouvez aussi bien étudier, donc jusqu'au bac, mais aussi pratiquer votre sport avec des aménagements. Et c'est un lycée qui est financé à la fois par le ministère de l'Éducation nationale et par le ministère des Sports. Donc vous avez aussi tout le staff, les coachs, les médecins, les kinés, etc. Donc qu'est-ce qui a fait que quand tu as commencé à 4 ans et demi, tu t'es dit OK, ça va être le sport que je veux faire, et qui a fait que tu t'es orienté après vers le sport lycée? C'est une très drôle histoire parce que au début, c'était pas prévu que je sois cycliste parce que mon père était un footballeur pur. Alors, c'était ma voisine en fait qui m'a incité à faire du vélo parce que son fils faisait aussi du vélo qui a 3 ans plus que moi. Alors, c'était là, ça a tout commencé. On a acheté mon premier vélo près de mon voisin. Mon père était pas d'accord parce qu'il voulait que je fasse du foot. Mais par après, il a remarqué que j'aimais pas le foot et que je faisais n'importe quoi sur le terrain. Comme par exemple tirer dans mon propre but parce que je trouvais ça plus facile. Alors, il a aussi décidé, OK, on change de sport. Et puis là, ça a tout commencé. J'ai pris directement le plaisir. J'étais fasciné du vélo, même si je connaissais rien. Et petit à petit, tout est venu avec ça. Mes parents me soutenaient et me soutiennent encore toujours à 100%. Sans eux, je ferais plus de vélo parce que eux me motivent. Ils font tout pour moi. On fait des milliers de kilomètres pour aller faire des courses. Et, en fait, depuis petit, j'étais toujours un peu plus costaud à l'époque. Alors, déjà relativement tôt, je roulais avec à l'avant. Euh, et j'étais déjà, mon premier titre national, c'était en débutant, en minime deuxième année, ça veut dire avec 11 ans. Et par avant, il y avait les Yuppies Trophy au Luxembourg. C'était genre des courses au siècle en général pendant toute l'année. Et on gagnait un maillot jaune. Et des 6 ans que j'ai participé avec, 5 ans, j'ai gagné le maillot jaune. Ça veut dire c'est de 6 à 12 ans. Et de 6 à 10, je les ai gagnés, sauf la dernière année, j'ai fait deuxième au général. Et puis, je suis passé à la catégorie supérieure où on roulait plus la route, vraiment que la route minime, débutant, cadet, junior et maintenant espoir. C'est cette rencontre avec le vélo, grâce à ta voisine, qui a fait que tu te sentais vraiment tout de suite très bien et que tu savais que ce serait le sport que tu ferais toute ta vie. Voilà. C'est vraiment, j'ai aussi jamais pensé à faire un autre sport. Je suis vraiment resté sur le cyclisme à 100%. Et comme tu as dit, j'étais avec Mathieu Hoche, je pense que oui, 7 ans, j'étais avec lui dans la même classe. Oui, le sport lycée, c'est vraiment un avantage pour les jeunes sportifs au Luxembourg parce que les études de nos jours, c'est vraiment très important et il faut aussi les faire. Mais je pense que c'est autorisé aussi, à côté des études, qu'on puisse faire à 100% notre sport. Comme par exemple, ils nous laissent aller au stage pendant les études et tout ça, ils nous soutiennent. Alors, c'est une bonne initiative qu'ils ont fait au Luxembourg. Ça, je suis 100% d'accord avec toi, et je connais d'autres jeunes qui sont passés par le sport lycée. Mais alors justement, qu'est-ce qui a fait que quand tu devais passer de l'école au lycée, tu as décidé de t'orienter vers le sport lycée? Est-ce que c'est ton entraîneur du club? À cette époque, j'avais pas vraiment d'entraîneur. En fait, c'était mon père qui m'entraînait à cette époque-là. Et je sais pas, on avait entendu, je pense que c'est alors quand il y avait les portes ouvertes, on était allé les visiter et j'étais très surpris comment c'était encadré et tout. Alors j'ai dit à ma mère que j'aimerais aller là, comme je voulais me focaliser aussi pour plus tard, ma vie plus tard au vélo. Alors c'était en fait la meilleure solution qu'on pouvait trouver. Et pour entrer, je pense que il faut appartenir à une fédération et il faut faire des tests de sport pour entrer. Alors il faut les réussir, sinon tu rentres pas. Je pense que ceux-là, je les ai tous réussis. Et oui, alors
de ma première année jusqu'à mon bac, j'étais au sport CC et j'ai fini mes études. Et maintenant, je me consacre au vélo à 100%. Après le bac, pour l'instant, pas d'autres études. De toute façon, de ma part, moi, je n'étais jamais trop études, mais j'ai quand même fini mes études parce que c'est important, mais j'envisage pas par après aller faire comme d'autres études comme l'université. Et parce que ça me dit pas grand-chose. Moi, je suis plutôt comme dans ma famille, mais on a plus une famille d'entreprise. Mon père, il a un restaurant. Ma mère, elle a une crèche. Je pense peut-être, si avec le vélo, ça ne marcherait pas, ça serait ou ouvrir une entreprise de moi-même ou aller à l'école de police. C'est parce que j'aime bien le travail qu'ils font et ça m'intéresse aussi beaucoup. Là, tu as un peu anticipé sur les questions que j'aurais pu avoir après relatives à ta reconversion, mais c'est très bien. On a déjà abordé ce sujet de la reconversion, c'est-à-dire que même si t'as pas fait de longues études, au moins tu as eu ton bac et puis tu as déjà une idée de ce que tu voudrais faire si jamais ça ne marche pas dans le vélo, soit t'orienter vers l'entrepreneuriat, soit intégrer la police. Justement, revenons maintenant sur ta carrière. Tu nous as dit que tes parents t'ont toujours soutenu depuis le premier jour où t'es monté sur un vélo, enfin depuis le deuxième, parce que le premier, je crois que ton père, il se demandait si t'allais faire quand même du foot et il s'est vite rendu compte que ça marchait pas. Est-ce que tu as obtenu du soutien du pays, du Luxembourg, de ton club, si tu faisais partie d'un club ou de la fédération? Enfin voilà, on avait déjà abordé le point avec Mathieu. C'est vrai que au Luxembourg, il y a donc les clubs de sport. Au-dessus des clubs, il y a les fédérations. Ça fonctionne un peu comme partout dans le monde. Et puis au-dessus des fédérations, il y a le Comité olympique et sportif luxembourgeois, donc le bien nommé COSEL. Donc ma question c'était au niveau du financement de ta carrière depuis ton plus jeune âge, est-ce que c'est tes parents qui ont tout assumé ou est-ce que tu as reçu des aides des différentes instances, clubs, fédérations, COSEL, voire État luxembourgeois? Mes plus grands sponsors, ce sont vraiment mes parents. Je vais les garder, ceux-là. Tous ces passages-là où tu fais beaucoup d'éloges sur tes parents, je vais les garder et puis on fera des petits passages éclairs là-dessus. Parfait. Non, sans mes parents, je ne serais pas à ce point où je suis maintenant. Par exemple, comme être ici au Portugal pour m'entraîner, sans mes parents, ça ne serait pas possible. Et comme je ne travaille pas et je ne peux pas me le financer moi-même. Et comme déjà dit, c'est eux pratiquement qui ont tout financé depuis que j'ai commencé avec le vélo. J'étais aussi pendant 3 ans, j'étais au cadre olympique au Luxembourg. Mm-hmm. Mais malheureusement, j'ai dû sortir parce que j'avais beaucoup de blessures et je pouvais pas faire des compétitions. Alors, ils m'ont sorti du cadre, ce qui est aussi compréhensible parce que là, je recevais aussi une bonne aide j'avais en fait 2 rubriques. J'avais une fois une rubrique pour matériel, pour voyage et tout. Et j'avais une rubrique pour des soins médicaux et autres soins qu'il fallait faire pour si on est malade ou des trucs comme ça. Du club, du vrai argent, on reçoit pas, mais c'est plutôt des vêtements de course pour faire les entraînements ou pour faire les courses. Ils nous financent en ce terme-là. Et de la fédération, on reçoit pas grand-chose. C'est aussi principalement plus vêtements que eux, ils payent le transport et l'hébergement et la nourriture si on part avec eux à des courses. Mm-hmm. Mais par exemple, si on part au stage avec eux, eux, ils payent un certain un montant, mais nous, on doit aussi payer encore un montant avec. Ils payent pas tout le stage pour nous, mais ils nous aident un peu. Et c'est mieux comme ça, comme si on devrait payer tout nous-mêmes. Et j'ai aussi quelques sponsors qui me soutiennent aussi, mais c'est principalement vraiment mes parents qui sont mes plus grands sponsors. Bon, sur l'aspect dossier de sponsoring pour les parents, je pense que ça, on va pas l'aborder. Hein. Par contre, sur l'aspect des autres sponsors, donc tu as dit que tu étais accompagné par quelques sponsors, à titre personnel, j'imagine, mais pas les sponsors du club ou de l'équipe pour laquelle tu roules. Comment ça se passe quand tu fais une demande de sponsoring? Est-ce que tu tapes plutôt dans le réseau de tes parents ou est-ce que tu t'engages vraiment dans une démarche de rédiger un dossier de sponsoring, l'envoyer à une entreprise, aller le défendre, aller voir cette entreprise, leur dire quels sont tes besoins, leur montrer les budgets annuels et puis étudier avec eux la possibilité de représentation que tu peux leur offrir? C'est un peu plus simple. Au début, c'était plutôt que c'est mon père qui jouait à peu près mon manager. Alors, c'est lui qui s'occupait plus des sponsors pour aller trouver des sponsors qui pourraient me financer un peu d'argent pour le matériel et tout, pour les voyages. Toujours à peu près les gens qui connaissaient. Et puis, il y a 2 ans, j'ai eu un contrat avec Andy Schleck, avec son magasin, avec lui personnellement et son magasin de vélo.
J'avais un contrat pendant 2 ans. Et après 2 ans, on a arrêté parce que j'avais de nouveau, malheureusement, des blessures et je pouvais pas rouler pendant un certain moment. Alors, on a aussi arrêté ce contrat-là parce que pour lui, c'est aussi plus rentable. Comme je pouvais pas faire de course, je pouvais pas trop représenter son magasin de vélo et tout. Et maintenant, de nouveau, je suis en train d'essayer de nouveau à petit que mon nom apparaisse dans les journaux, comme en hiver où j'ai participé au cross. J'ai gagné tous les crosses au Luxembourg cet hiver, maintenant en 2019. Malheureusement, mi-octobre, j'ai dû arrêter subitement les courses parce que j'ai eu des graves problèmes au genou. Grâce aux courses, au cyclocross que j'ai fait et que j'ai gagné, j'ai pu en profiter que mon nom apparaisse plus souvent dans les journaux. Ça joue tout ensemble. C'était un nom un peu plus connu. Alors, les sponsors te donnent plus. Il faut toujours faire en garde qu'on fasse de bons résultats, qu'on se montre, qu'on soit très poli, très gentil avec les gens. Parce qu'on peut être le meilleur cycliste du monde, mais si on n'est pas poli, alors les gens, ils te donnent rien en retour. Il faut être toujours poli. C'est aussi les manières et du respect vis-à-vis des gens qui viennent te regarder aux courses et tout. Alors, moi, je trouve qu'il faut toujours être poli et avoir toujours un bon comportement. Les bons tips que tu pourrais donner à des petits jeunes qui voudraient se lancer dans un sport ou dans un autre, les premières choses à faire, c'est d'être visible sur les réseaux sociaux et deux, évidemment, d'avoir parmi ces valeurs le respect et la bonne attitude vis-à-vis de tout le monde et vis-à-vis des sponsors potentiels, on est d'accord. Même si on est meilleur, il faut jamais être arrogant parce que ça se fait pas. Même un jour, ça peut retomber sur toi, que tu perds des courses ou tu commences à perdre tes courses, alors les gens vont commencer à parler derrière ton dos et ça, c'est jamais beau. Au sport, c'est malheureux, mais c'est ça. Dès que t'es le meilleur, tout le monde te regarde, t'es le meilleur et tout, mais dès que t'as quelques semaines des mauvaises courses, alors les gens, ils disent tout de suite, c'est fini avec lui, il est cuit, il sait plus rien faire. Et ça, c'est un peu triste parce que en ces moments-là, on n'est plus aussi fort ou peut-être on n'est plus aussi fort parce on est malade ou on a fait trop d'entraînement, mais c'est en ce moment-là, il faut soutenir un coureur parce que ce sont des moments difficiles pour ce coureur. Alors, c'est plus dans ces moments-là qu'il faut soutenir que dans les moments où il est très fort. Parce que moralement, pour un coureur, si il remarque lui-même que pour le moment, ça ne va pas très bien, ça, c'est vraiment pas bien pour le moral. Et si le moral ne va pas en vélo, il y a le corps qui ne joue pas avec. Je pense que c'est valable dans tous les sports, pas uniquement dans le vélo. Ça, c'est vrai. En gros, pour en venir sur des chiffres, une saison de vélo, est-ce que tu as une idée un petit peu de combien ça coûte, puisque là tu l'as dit, tu travailles pas, donc tu as quelques sponsors, tes parents te soutiennent. Combien ça coûte entre l'achat du vélo, l'achat du matériel, pour autant que tu achètes tout ça, l'alimentation, les logements, les déplacements, les stages, tout ce genre de choses? C'est un sacré chiffre, ça je peux te dire. Parce que prenons mon vélo par exemple. Un vélo de top compétition comme nous on peut compter entre 8 000 et 13 000 euros le vélo. Et ça, c'est seulement le vélo. Après, il y a les stages qu'il faut aussi compter entre 500 et 2 000 euros par stage. Et puis, par exemple, moi, je suis un coureur luxembourgeois qui va pratiquement toujours rouler seulement en Belgique. Alors, je fais souvent des doubles week-ends, c'est-à-dire que je roule samedi et dimanche en Belgique avec ma mère ou avec mon père. On part samedi à la course et puis samedi soir, on reste en Belgique et on dort dans un hôtel pour pas refaire le trajet Luxembourg-Belgique, Belgique-Luxembourg et tout ça. Alors, ce sont des accumulations qui arrivent et à la fin du compte, je peux vraiment pas te le dire parce que j'ai aucune idée, mais ça chiffre très, 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 très haut parce qu'il y a aussi l'essence de la voiture qui va avec. Par exemple, si je vais en Belgique, je suis toujours à côté des Flandres. Alors, il y a quand même pour y aller entre 250 et 350 kilomètres. Ça veut dire un aller-retour fait de quand même vite 700 kilomètres. Ce sont des chiffres qui montent extrêmement vite à hauteur. Le sport cycliste, c'est pas coûteux si on veut le faire bien. Est-ce que sur ces points-là, justement, le vélo, les déplacements, l'hébergement, l'équipe pour laquelle tu roules en Belgique, donc c'est CC Chevigny, c'est ça? Oui, c'est Chevigny. Voilà, on voit pas en audio, mais je regardais la casquette parce qu'effectivement, tu portes la casquette de ton sponsor. Donc, est-ce que l'équipe CC Chevigny te soutient pour ça, ou c'est comme pour la fédération, c'est-à-dire ils te payent éventuellement l'hébergement ou un peu de déplacement quand tu vas faire des courses, enfin quand tu te déplaces avec eux, mais pas si tu as fait le choix d'habiter au Luxembourg et de venir courir le dimanche? Ça, ils ne prennent pas en charge, mais c'est comme plutôt avec la fédération.
Ben, si on part un week-end faire des courses, c'est eux qui prennent en charge les dépenses qu'on a là-bas. Mais aussi comme les stages, et ils payent aussi pas le stage complet parce que ça deviendrait aussi beaucoup trop cher parce que comme en janvier, j'étais avec Chevigny, j'étais une semaine en Espagne en stage et on était une vingtaine de coureurs. Alors chacun a dû participer un peu aux dépenses parce que sinon ça serait des sommes infernales pour l'équipe pour financer cela. Ce qui est acceptable aussi parce qu'au moins on fait des stages, même s'il faut donner un peu d'argent de soi-même, au moins on peut partir à l'étranger, faire des stages tranquilles et pas rester au Luxembourg ou en Belgique avec un temps qui fait 3 degrés, qui pleut, et au moins on peut partir au soleil. Oui, pour pouvoir s'entraîner un petit peu plus. C'est ça. Pour le vélo, donc c'est toi qui finances tout ou là c'est pareil, tu as trouvé des accords avec des sponsors ou avec ton équipe? Principalement, c'est nous-mêmes qu'on le finance, mais avec les sponsors, par exemple, ça dépend des sponsors. Avec un sponsor, on a un tel budget, avec un autre, un tel budget. Et ce budget, on peut l'utiliser aussi pour financer les matériels qu'on a. Par exemple, pour le cross, je me suis fait sponsoriser par Raski Cycle. C'est un magasin de vélo à Esch qui existe aussi déjà depuis très, très longtemps. Esch sur AZ. J'habite pas loin de là, j'habite à Kehl. Lui m'a sponsorisé le vélo de cyclocross. Andy Schleck m'a sponsorisé mon Trek, mon vélo que je roule en ce moment. Et maintenant, je vais me faire sponsoriser par Escape. C'est un magasin de vélo au Luxembourg qui se situe à Bertrange. La semaine passée, j'ai commandé mon nouveau vélo. Ça veut dire que finalement, tu roules que avec 3 vélos. C'est un peu plus compliqué que ça. En cross, je possède deux cyclocross avec à peu près 6 paires de roues. En route, pour le moment, j'ai 3 vélos. Un vélo de course, un vélo de rechange et encore quelques cadres que j'ai à la maison si je casse un vélo en chute ou on sait jamais. Par exemple, si on voyage, si le vélo il est dans la valise et à l'aéroport il y a quelque chose qui se passe, ça se passe vite que le cadre il casse. Alors j'ai des vélos de rechange à la maison. J'ai aussi un contre-la-montre. J'ai un mountain bike. Ça s'accumule quand même déjà les vélos. Mais du coup, ouais, ça fait un sacré budget accumulé sur toutes ces années, ne serait-ce qu'en vélo. Et là, tu nous as dit, effectivement, c'est tes parents qui ont tout financé ou principalement tout ce budget-là. Donc là, tu roules pour l'équipe CC Chevigny. Comment ça se passe justement pour devenir cycliste professionnel? Qu'est-ce que ça veut dire d'être cycliste professionnel? Pour devenir cycliste professionnel, c'est simple et pas simple. Parce que c'est simple en termes qu'il faut faire de bons résultats, qu'il faut avoir une saison plutôt stable, mais avec des résultats. Si tu as ça, il y a les équipes pro et ils regardent les courses des jeunes pour recruter par après des nouveaux membres dans leurs équipes pro. Et c'est en faisant seulement des bons résultats qu'on arrivera à rentrer dans une équipe pro, parce que sinon ils te prennent pas, parce qu'il y a tellement de gens talentueux en ce moment. Alors, ils attendent pas à ce que quelqu'un soit bon pour le prendre. Et tu dois être bon dès le début, te montrer. Et un peu comme Sagan, il est très bien, mais il est aussi un peu showman. Et c'est ça qui fait le petit truc en plus qu'il soit le meilleur coureur du monde pour le moment. Ton objectif, là, cette année, ça va être d'avoir une saison régulière, linéaire, de faire des résultats tout le temps. Et puis, tu te donnes 2 ans pour être chasé, pour être contacté par les équipes pro et pour pouvoir intégrer une équipe pro, c'est ça? Exact. Parce que maintenant, je suis en 3e année espoir. Je me donne alors cette année en 3e année espoir et l'année prochaine en 4e année espoir, parce qu'après, on passe en élite. Et là, pour beaucoup d'équipes pro, on est déjà vieux. Alors, parce qu'ils commencent à recruter toujours plus en plus des coureurs très jeunes. Et alors, je me donne vraiment ces 2 années-là pour tout donner, pour tout montrer et pour faire le mieux de ma situation. Les auditeurs m'ont demandé, mais en gros, on voulait nous aussi devenir un peu plus professionnel, un peu moins amateur. Quel conseil tu pourrais donner à un sportif, notamment au niveau du matériel? Par exemple, quelqu'un qui roule déjà un petit peu, qui est un bon cycliste amateur, mais qui voudrait passer à un niveau supérieur. Qu'est-ce que tu lui conseillerais d'acheter comme vélo où est-ce que tu lui conseillerais d'investir son argent? Sur le cadre, sur les pédales, sur le pédalier, sur le matos à côté. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Je ne conseillerais pas d'acheter un vélo comme nous on roule, parce que c'est vraiment du matériel trop cher pour pas faire de compétition. Mais tu as
t'as vraiment des vélos des vélos de marque qui sont très abordables, qualité-prix, qui sont très bien, qui commencent pas très cher. Et bien sûr, tu peux aller de pas cher à extrêmement cher, mais tu peux aussi te situer au milieu. Ça veut dire, par exemple, prenons la marque de vélo Giant, rapport qualité-prix excellent. Ils sont pas très chers et il y a quand même quelques équipes pro qui roulent avec. Alors, ça serait un bon vélo pour commencer. Et après, oui, t'as les groupes, t'as les roues. Je investirais mon argent dans une bonne paire de roues. Parce que premièrement, ça roule mieux. Et deuxièmement, le vélo, il a l'air beaucoup plus beau avec une belle paire de roues en carbone qu'avec des roues en aluminium. Ça, c'est sûr. Voilà, comme ça, tu fais bien peur aux autres compétiteurs. Exact. Et puis, t'as le groupe aussi sur le vélo. Si t'as vraiment un budget abordable, je partirais plus sur un groupe électrique que manuel. Électrique, ça veut dire avec, t'as un changement, mais qui est alimenté par une batterie et plus par des câbles. Et par exemple, en hiver, quand il fait très froid, c'est beaucoup plus pratique pour changer les vitesses et tout, parce qu'il faut seulement appuyer un petit bouton qui fait clic au lieu de rentrer la manette complètement avec un groupe manuel. Ça serait aussi un bon investissement qu'on pourrait faire. Mais le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est l'équipement de vêtements. Parce que beaucoup de gens s'équipent pas très, très bien parce que l'équipement de vêtements, ça fait tout, en fait. Si on roule avec des chaussures blanches, on ne roule pas avec des chaussettes noires. Il faut toujours des chaussettes blanches alors dessus. 2 dernières questions, à moins qu'il y ait d'autres choses que tu voulais aborder, qu'elles on n'a pas pensé encore pendant cet épisode. Peut-être par rapport à mes lance tes questions comme ça, peut-être il y a quelque chose qui reviendra encore. Si tu pouvais revenir en arrière et te parler au petit Tristan de 4 ans et demi qui découvre le vélo, qu'est-ce que tu te dirais? De foncer. De tout donner et d'avoir plaisir comme j'ai plaisir en ce moment, parce que il faut avoir le plaisir. On peut pas faire un sport pour faire un sport, mais il faut vraiment être passionné, avoir le plaisir et vouloir faire ce qu'on fait. Et ça, je dirais aussi au petit Tristan de faire seulement le vélo si il aime faire ça et pas pour rendre content des autres personnes, mais de rendre content soi-même et avoir plaisir en ce qu'on fait. Et dernière question, s'il y avait une sportive ou un sportif que tu aimerais entendre sur ce podcast, qui serait-il ou elle? Évidemment, tu peux pas dire Mathieu, c'est pas possible. Jordan Naves. Oui, Mathieu en a parlé aussi. Donc Jordan, j'essaye de l'avoir aussi. On était tous les 3 pendant 7 ans dans la même classe. Alors, on se connaît tous les 3 très bien, en fait. Mais oui, non, j'aimerais aussi l'entendre lui sur ton podcast Les Vestiaires. Ce serait très cool. Je prends bien la recommandation. Je te remercie beaucoup pour ton temps et pour toute cette franchise. Et puis, je te dis à très bientôt, Tristan. Moi, je te remercie à toi de m'avoir contacté parce que c'est vraiment un honneur que je puisse être dans ton podcast. Merci. Vous êtes encore là? Alors c'est que vous avez apprécié cet épisode et je vous en remercie infiniment. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire de l'article sur vestiaire.org ou avec une revue sur Apple Podcast. J'ajoute dans les notes de l'épisode tous les détails pour suivre Tristan et le contacter le cas échéant. Allez, à la semaine prochaine. Salut les sportifs!